Voilà l'actualité de ces dernières heures. 42 pays, dont la France, qui demandent à la Russie de quitter la zone. Regardez, nous demandons à la Russie de retirer immédiatement ses forces militaires de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et de l'ensemble de l'Ukraine afin que l'exploitant et les autorités ukrainiennes puissent reprendre leurs responsabilités souveraines à l'intérieur des frontières internationales reconnues de l'Ukraine. Alors parmi les auteurs de cette demande, la France, vous le disiez, il y a en fait l'intégralité des États membres de l'Union européenne, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Déjà, François Bernard Huy, est-ce que c'est envisageable? Les Russes peuvent-ils accepter ça? A priori, non. Hein, parce que plusieurs questions. Si les Russes qui ont posé des batteries à l'abri de la centrale nucléaire, si j'ose dire, s'en vont, qu'est-ce qu'on met à la place, hein? C'est quand même le problème. Est-ce qu'on met des troupes ukrainiennes? Enfin, ça paraît invraisemblable. Et je ne vois pas une solution où on trouve une force neutre du genre casque bleu pour se mettre à la place. Donc ça paraît difficile à croire. Par ailleurs, l'intérêt des Russes à contrôler cette centrale nucléaire, outre que ça met leur batterie à l'abri, c'est de contrôler les flux d'électricité qu'elle commande. Il était même question de détourner le courant vers la Crimée. Je ne sais pas si c'est techniquement possible. Donc je vois difficile. Avec un spécialiste dans un instant, on lui demandera si c'est possible. Voilà. Moi, je ne me prononce pas sur des choses pareilles. On ne peut pas être toutologue et tout savoir sur les centrales nucléaires et tout. Et bon, ça paraît difficile. Et par ailleurs, n'oublions pas que les Russes disent que ce sont les Ukrainiens qui bombardent la centrale et pas eux-mêmes qui bombardent la centrale qu'ils occupent. Donc je vois difficilement une réponse positive. Je relisais hier le protocole additionnel justement sur la zone démilitarisée des conventions de Genève. Alors tout d'abord, pour mettre en place cette zone démilitarisée, il faut soit un accord verbal, soit un accord écrit entre plusieurs parties, avec sous l'égide d'une puissance protectrice ou une ONG indépendante. Alors déjà ça, comment mettre en place? Qui on va choisir? Ça déjà, première question. L'autre condition, c'est que tous les combattants et le matériel militaire soient évacués. Vous imaginez bien qu'avec 500 soldats autour de la centrale de Zaporizhzhia, 500 soldats russes, plus près de 10 000 ingénieurs au sein même de la centrale, dont l'ingénieur-chef de la centrale de Zaporizhzhia, on ne va pas les évacuer comme ça du jour au lendemain en laissant la centrale sans personne, aux mains de personne, sans ingénieurs, ni les Russes qui voudront partir de cette centrale et dire qu'ils ne contrôlent plus cette centrale de Zaporizhzhia. Et puis aussi, combien de temps ça durera d'avoir une zone démilitarisée? Il faut savoir que la Convention de Genève demande à ce qu'il n'y ait pas de combat dans cette zone, ni autour de cette zone, autour de 10 km autour de cette zone. Vous imaginez bien que la ville d'Energoar, qui est constamment bombardée actuellement avec des combats intensifs pour gagner le sud et notamment Kherson, personne ne va vouloir arrêter les combats autour de cette zone-là. Justement, vous parliez de la ville tout à proximité Energoar, c'est aussi la source des informations de où viennent les tirs. C'est-à-dire qu'autour de cette centrale, il y a des villes qui sont bombardées par la Russie, qui sont attaquées. Notamment. Les tirs viennent de cette centrale, ce qui corrobore quand même des jours et des jours d'interrogations partout, de savoir de qui, de quoi avait tiré. Non, les tirs qui sont problématiques, qui mettent en danger la sécurité du continent entier, viennent de Russie. Ce site est occupé par des militaires russes. Et sur la question du personnel qui resterait ou resterait pas, si cette zone était le lieu d'une intervention internationale pour régler quand même ce problème qui est absolument majeur au niveau mondial, ce personnel est ukrainien. Ce personnel ukrainien ne demande que ça, que les militaires russes s'en aillent. Par ailleurs, il y a aussi la question ultra problématique, c'est que il y a des centaines de militaires russes qui ont pris cette centrale avec plusieurs objectifs, notamment la question de l'électricité, notamment
la question de l'occupation, c'est-à-dire, voilà, on détruit, on bombarde et après on déclare la zone russe. C'est quand même un classique de la stratégie. Il va y avoir un référendum. Donc il va y avoir un simulacre. Non, il va y avoir un simulacre de référendum comme ils nous le font partout en fait depuis 6 mois. C'est-à-dire ils détruisent, ils occupent et après ils déclarent que c'est russe. Par ailleurs, il y a la question centrale, si je puis me permettre. Ces militaires russes qui occupent cette centrale en ce moment sont absolument incompétents en la matière. C'est aussi le nœud aussi des alertes du personnel compétent, les ingénieurs sur place, dont c'est le métier en fait qui alerte, c'est quand même, on voit ceux qui sont capables de faire, comment ces forces se comportent en d'autres lieux, comment ces forces peuvent amener le pire en d'autres lieux. On a en ce moment en Europe des centaines de personnes dont ce n'est absolument pas le métier, absolument incompétent, et non, on ne peut pas conduire des chars et tirer sur des villages et gérer une centrale de cette taille en Europe. Donc il y a un problème international. Ce que dit la déclaration aussi, donc elle clôt enfin ce débat d'une façon politique qui a tiré, c'est la Russie qui tire, c'est la Russie qui occupe, et accessoirement le problème central, c'est que ce site est avant tout... On ne sait pas si c'est la Russie non, on ne sait pas si la Russie se tire sur elle-même, soyons... Oui. Selon les sources directes, pardon, j'insiste, selon les sources directes, les témoins oculaires et ceux qui le vivent au quotidien, de façon unanime autour de la centrale, et on ne va pas expliquer que ça pourrait être la propagande d'un gouvernement qui va partout dans les villages dire attention, si un journaliste se pointe, vous dites ça, ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Quand même, on est journaliste, potentiellement. Ce n'est pas, je ne tire pas sur eux-mêmes. Si je puis me permettre de finir mon propos, je trouve qu'on a tendance aussi facilement dans cette histoire à décrédibiliser automatiquement la parole des témoins et des victimes sur place. C'est-à-dire qu'aussi ce scénario, excusez-moi, il se répète depuis 6 mois. Il y a une agression russe, ils bombardent, ils détruisent. Mais quel serait l'intérêt des Russes à se bombarder dans ce cas-là? Eux-mêmes. C'est quand même ça reste très dangereux. Ce site militaire sert de base militaire à l'occupation du reste de la région. Qui sont autour de la centrale nucléaire. Il y a des chars, il y a des tanks, mais là on parle de bombardement. C'est une région à prendre, c'est un objectif militaire, c'est un objectif politique pour les Russes. Ils se servent de cette base parce qu'ils savent très bien qu'avec le traumatisme par rapport au nucléaire, ce qui n'est pas rien dans l'histoire de Tchernobyl en Ukraine, les forces ukrainiennes ne répliqueront jamais en tirant sur un réacteur. Ça ne tient pas, ce n'est pas possible. Humainement, philosophiquement, éthiquement, militairement, ça ne tient pas, ce n'est pas possible. Donc, ils le savent très bien, parce qu'ils ont pour habitude d'appuyer sur des boutons traumatiques très, très, très perverses, type la faim, Holodomor, ce qui rappelle l'histoire tragique ukrainienne, le nucléaire, ce qui rappelle l'histoire tragique ukrainienne, et les traumatismes. Ils le manient comme personne. Non, il y a cette potentiel, il y a ce potentiel scénario de riposte dans cette ville où il y aurait eu tout de même des frappes accidentelles, et là on ne sait pas de quel côté ça tire. Mais par contre, là où je vous donne raison, c'est que les Russes ont bien compris qu'il fallait prendre cette centrale en otage, non pas la bombarder, mais la prendre en otage pour que ce soit un argument sur la scène internationale et faire peser certains arguments auprès des Occidentaux, notamment à l'ONU. Quand ils mettent en place cette réunion extraordinaire d'urgence, ils disent bien dans leur communiqué, on demande cette réunion extraordinaire d'urgence parce qu'il y a des frappes ukrainiennes. Donc ils ont bien un intérêt sur la scène internationale de garder cette centrale en otage, non pas que pour ce potentiel référendum de Zaporijjia et pour contrôler la zone, mais aussi parce que justement, comme vous le disiez, il y a ce traumatisme du nucléaire en Ukraine qui est bien présent, et ça les Occidentaux le savent. Très juste d'ailleurs, quand vous parlez de prise en otage, il y a un article de la BBC ce week-end, il y a quelques jours, la BBC qui a pu contacter justement des employés ukrainiens de la centrale et qui disent clairement on est complètement pris en otage, on nous met une arme sur la tempe et de toute façon on ne peut rien faire. Et leur famille d'ailleurs, c'était très intéressant dans cet article, c'est-à-dire que certains ont essayé déjà, parce que ça fait un moment qu'on se dispute Zaporijjia, depuis un moment ils ont essayé de faire fuir leur famille le plus vite possible, et là apparemment, selon les témoignages sur le terrain des Ukrainiens qui travaillent au sein de cette centrale, les Russes refuseraient que les enfants de ces travailleurs et de ces ingénieurs partent de Zaporijjia pour justement pouvoir garder ces travailleurs au sein même de la centrale. En tout cas, il y en a un qui suit la situation bien évidemment minute par minute, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a une nouvelle fois haussé le ton hier soir. Écoutez.
Chaque soldat russe qui frappe la centrale nucléaire de Zaporijia ou qui tire depuis son territoire doit comprendre qu'il deviendra une cible spéciale pour nos services de renseignement, nos services spéciaux et pour notre armée. François Bernabig, une menace. Une menace pour répondre à une menace. Que voulez-vous que je dise d'autre? Alors, intéressant, mais peut-être que vous passerez l'extrait tout à l'heure. On voit bien dans la rhétorique de Zelensky, il insiste de plus en plus sur le thème que la Russie est un État terroriste. Hein, et ce fait de se faire traiter d'un État terroriste est une ligne rouge pour les Russes qui ont envoyé des signaux aux États-Unis. C'est du verbal, c'est du sémantique, mais c'est aussi du symbolique et du politique. Allez, on est en direct avec Bruno Combi, polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire. Bonjour et merci d'être avec nous, merci d'avoir patienté quelques minutes. Alors, je voudrais faire un peu le vrai du faux avec vous sur les risques ou pas autour de cette centrale nucléaire. On le rappelle, les alertes se multiplient. Le patron du nucléaire ukrainien Energoatom dit que l'heure est grave. Celui de l'ONU, Antonio Guterres, dit qu'on est à 2 doigts de l'anéantissement nucléaire. Le maire d'Energodar, lui, a dit ce week-end que les risques augmentaient chaque jour. Bruno Combi, qu'en est-il? Est-ce que là, on a tous les ingrédients finalement réunis pour un scénario catastrophe? Est-ce qu'il y a un risque réel de catastrophe nucléaire? Alors oui, les risques existent, que la situation s'aggrave et qu'il se passe des choses à Zaporijia. Pour autant, pour l'instant, il n'y a eu aucun mort et aucun relâchement de radioactivité. Et on peut peut-être comparer avec les différents types d'accidents nucléaires qui se sont produits jusqu'à maintenant historiquement. Il y a eu 3 gros accidents nucléaires dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'était Tchernobyl, qui est le plus grave, en avril 1986, avec relâchement massif de radioactivité dans l'environnement puisqu'il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Le deuxième plus grave, c'était Fukushima en mars 2011, où il y a eu des relâchements de radioactivité dans l'environnement, mais de l'ordre de 10 fois moins parce qu'il y avait une petite enceinte de confinement, pas très épaisse et en acier, de 10 cm, 20 cm d'épaisseur. Et la centrale de Zaporijia est plutôt comparable au réacteur de Three Mile Island qui a été accidenté en 1979 aux États-Unis, où il y a eu aussi une perte de contrôle du réacteur. Le réacteur a fondu. Donc les substances radioactives se sont libérées dans l'enceinte de confinement, mais il n'y a pas eu de rejet à l'extérieur, donc pas de blessés, pas de victimes, puisque pas de radioactivité dans l'environnement ou quasiment pas. Et donc la centrale de Zaporijia est plutôt comparable à celle de Three Mile Island. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Maintenant, il faut voir que c'est la première fois dans l'histoire du nucléaire civil qu'on a un théâtre de guerre avec des gens qui se tirent dessus au canon, au lance-roquettes, avec des menaces, où effectivement la centrale sert en quelque sorte d'objet de chantage, où le personnel travaille avec un pistolet sur la tempe. Donc tout ça sont des situations un peu inédites par rapport à la gestion du nucléaire civil, puisque, rappelons-le, Zaporijia est une centrale civile au départ et elle doit le rester, le redevenir. D'ailleurs, l'Ukraine, comme la Russie, coopéraient jusqu'au début de cette guerre régulièrement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et se sont engagés à permettre l'accès des installations aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ils doivent y aller pour voir comment ça se passe et jouer le rôle pacificateur de cette agence qui consiste à vérifier que le nucléaire reste sûr, propre et respectueux de l'environnement. Bruno Combi, j'ai plein d'autres questions, bien évidemment, mais tant que vous étiez en train de parler de comparaison, alors je voudrais justement vous faire écouter un sonore. Bon, vous avez sans doute déjà dû l'entendre, ce que disait Volodymyr Zelensky il y a quelques jours, parce que lui fait très clairement la comparaison avec Tchernobyl, et pour lui, Zaporijia, ça pourrait même être bien pire. Il faut de nouvelles sanctions contre l'État terroriste et contre toute l'industrie nucléaire russe qui crée la menace de la catastrophe nucléaire. Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et doit se rappeler que la centrale nucléaire de Zaporijia est la plus grande d'Europe. La catastrophe de Tchernobyl, c'était l'explosion d'un seul réacteur. La centrale nucléaire de Zaporijia est dotée de 6 réacteurs. Bruno Combi, alors vous nous avez très justement dit tout à l'heure que c'était très compliqué, enfin on ne pouvait pas comparer les deux, Zaporijia et Tchernobyl, mais c'est vrai que Volodymyr Zelensky est quand même dans une rhétorique où il nous dit, voilà, Tchernobyl c'était un réacteur, là on a 6 réacteurs, alors on rappelle que 4 réacteurs, on le voit d'ailleurs sur ce schéma, sont à l'arrêt. C'est vrai que quand on fait la comparaison comme ça, pour nous qui ne connaissons pas le nucléaire, ça peut être inquiétant. Oui, tout à fait. Ça paraît inquiétant quand on compte le nombre de réacteurs. Maintenant, il faut quand même voir qu'à Tchernobyl, il n'y avait pas un réacteur, mais
4 réacteurs. Et un seul des 4 a été accidenté. Donc c'est vrai qu'à Zaporijjia, il y en a 6, mais ce n'est pas du tout les mêmes réacteurs. Les 6 réacteurs ont une épaisse enceinte de confinement en béton armé d'1 mètre d'épaisseur. Cette enceinte de confinement a été conçue pour résister, y compris au choc d'avion, par exemple. Alors, pas forcément de n'importe quel avion de n'importe quelle taille, mais quand même au choc d'un avion qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. Donc, ce n'est pas une toute petite roquette ou un petit obus de canon qui va casser cette enceinte. Par contre, bien sûr, ce n'est pas non plus conçu pour résister à l'explosion d'une arme nucléaire, par exemple. Donc, les risques, oui, ils existent, mais les centrales sont beaucoup moins dangereuses qu'à celle de Tchernobyl. À Tchernobyl, il y avait des centaines de tonnes de graphite qui brûlent et qui ont pris feu quand le réacteur a été hors de contrôle à cause de la température qui augmente. Et ensuite, c'est l'incendie qui a rejeté dans l'atmosphère ces centaines de tonnes de substances radioactives qui se sont dispersées et qui ont fait des dégâts dans l'environnement. Là, il n'y a pas de graphite, il y a une enceinte de confinement. Le réacteur est de conception plus récente, plus sûre, plus moderne, avec davantage de systèmes de sécurité. Et si on compare avec Fukushima, où l'explosion extrêmement spectaculaire que nous avons tous vue à la télévision, c'est une explosion d'hydrogène. L'hydrogène est une substance qui apparaît quand le combustible monte en température parce que le réacteur n'est plus contrôlé, n'est plus refroidi. Alors ça monte en température et vers 1500-1600 degrés, les gaines de zirconium réagissent avec le combustible nucléaire et ça chauffe et il se dégage de l'hydrogène. À ce moment-là, cet hydrogène peut être explosif au contact de l'oxygène de l'air. Mais tout ça, c'est quand les systèmes de sécurité qui existent à Zaporijjia n'ont pas fonctionné. Alors bien sûr, il y a des risques, peut-être que ça peut se produire, mais je remarque que pour l'instant, ni un camp ni l'autre ne souhaitent la perte du réacteur. Et donc ça, c'est plutôt un élément rassurant. Maintenant, il y a des menaces qu'on entend, par exemple les Russes qui disent Zaporijjia sera russe ou ne sera pas. Donc ça, c'est une menace. Bruno Combi, ça a été démenti par l'Institut pour l'étude de la guerre. Apparemment, c'était une citation en l'occurrence qui était reprise, qui était fausse. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais au cas où le réacteur fondrait, il faut voir que, par exemple, à Zaporijjia, il y a des recombineurs d'hydrogène qui permettent de neutraliser cet hydrogène qui se dégagerait. Et ces recombineurs n'existaient pas à Fukushima. Donc, a priori, les principaux risques liés à Tchernobyl ou à Fukushima, on n'a pas une situation aussi défavorable à Zaporijjia, et d'autant plus si les deux parties, comme vous le soulignez, ne souhaitent pas la destruction du réacteur. Il n'y a pas de raison qu'il soit détruit. Les Russes qui occupent cette centrale, bien sûr, les militaires russes recrutés récemment pour faire la guerre n'ont pas de connaissances nucléaires particulières. En revanche, les ingénieurs de Rosatom qui ont conçu et construit cette centrale, et dont un certain nombre sont aussi sur place aujourd'hui, eux savent parfaitement faire fonctionner cette centrale et connaissent parfaitement les risques. Donc on n'est pas dans la situation d'un chien fou qui ferait n'importe quoi, n'importe comment, de manière désordonnée, avec des risques importants d'explosion résultant de situations malencontreuses et involontaires. Si destruction il y a, elle sera volontaire en l'occurrence. Une question de Margot Haddad pour vous, Bruno. Oui, bonjour Bruno Combi. J'ai une question concernant les réacteurs. J'ai bien compris que c'était les mêmes qu'à Fukushima, des réacteurs à eau pressurisée. Mais j'ai lu qu'ils avaient été inaugurés en 1985 et qu'ils avaient une durée de vie entre 40 à 60 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. Je voulais savoir s'il y avait un risque que ces réacteurs devenaient un peu trop vieux et que justement leur sécurité qu'on met en évidence sur leur plateau pourrait être mise à mal. Non, ces réacteurs ne sont pas trop vieux. Les réacteurs à eau sous pression, puisqu'il s'agit de cela, peuvent aller jusqu'à typiquement 60 ans. Même aux États-Unis, maintenant, on parle de 80 ans, voire peut-être 100 ans. Le risque existe à Zaporijjia, mais ces risques sont liés clairement à la guerre, à la tension, au fait que le personnel est sous pression, travaille avec un pistolet sur la tempe, et surtout au risque éventuel de destruction volontaire, mais ça ne semble pas être le cas ni d'un camp ni de l'autre. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Les risques, bien sûr, existent, puisqu'il s'agit d'un théâtre de guerre avec des situations irrationnelles possibles, avec des destructions qui ont déjà eu lieu sur le site. Il faut bien voir qu'il y a eu une destruction dans une station de pompage, une destruction d'une unité de production d'azote et d'oxygène. Il y a eu des destructions à proximité de fûts de stockage de combustible à sec. Il y a eu des détecteurs de radioactivité qui ont été endommagés. Il y a eu des tirs
depuis la centrale vers l'extérieur, puisqu'effectivement, ils bombardent les villes voisines, notamment de l'autre côté du Dniepr, à partir de la centrale, en s'en servant comme d'une base pour attaquer en pensant que du coup les Ukrainiens ne répondront pas pour ne pas endommager la centrale. Donc la centrale est en quelque sorte prise en otage, comme ils ont utilisé des maternités, comme ils ont utilisé des hôpitaux pour bombarder. Et ensuite, quand ils sont bombardés en retour, dire, voyez, c'est l'autre camp qui bombarde les hôpitaux. Merci. Donc tout ça est d'assez mauvaise foi, de la part des Russes notamment. Et ce n'est pas des choses à faire dans une centrale nucléaire. Donc il faut mettre plus de poids encore sur la demande du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui, les inspecteurs doivent y aller et le plus vite possible. Et il faut démilitariser cette zone. L'ONU a parfaitement raison. Maintenant, c'est un peu un vœu pieux puisque les belligérants Merci beaucoup, Bruno Combi. Ne veulent pas. Et il faut faire en sorte qu'aucun accident grave n'arrive dans cette centrale. Les risques existent, mais ils sont parfois exagérés. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous presser, mais c'est vrai que l'heure avant, c'était très intéressant de vous avoir, d'avoir votre expertise sur le sujet.